Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours de la circulation coronaire. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner à ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. Pour le plan de ce cours, il y aura d'abord la vascularisation du cœur, l'utilisation d'énergie par le myocarde, l'adaptation avec la demande d'oxygène par le myocarde, les facteurs qui vont influencer le débit coronaire avec le contrôle du débit coronaire. On sait tous que le cœur est quelque sorte comme une pyramide et il comporte trois parois, paroi postérieure, paroi antérieure et paroi latérale. Donc, il y a l'artère coronaire droite qui va vasculariser la paroi postérieure et il y a l'artère coronaire gauche qui va vasculariser la paroi antérieure. Et il y a une branche de l'artère coronaire gauche qui est la circonflexe qui s'étend pour vasculariser la paroi latérale. Voilà. Le myocarde ne possède pas un repos. C'est pour cela qu'il consomme de l'ATP d'une façon permanente. Et pour la source d'énergie, ça sera par phosphorylation oxydative au niveau mitochondrial de plusieurs substrats qu'on va voir. Au repos, le substrat utilisé préférentiellement par le myocarde est présenté par les acides gras dont la dégradation assure 60 à 70% des besoins en ATP. Ça veut dire que de 1, le myocarde préfère les acides gras au repos. De 2, ça ne va pas assurer la totalité des besoins. Ça veut dire qu'il y a d'autres substrats à utiliser, mais les acides gras restent le substrat préféré par le myocarde. Quelles sont les autres substances qui sont utilisées par le myocarde? Il y a le glucose, lactate, les corps cétoniques qui peuvent être utilisés. Donc pour le produit de l'ATP pour chaque substrat, une molécule d'acide gras va donner 147 molécules d'ATP, une molécule de glucose va donner 38 molécules d'ATP et en dernier lieu, une molécule de lactate va donner 18 molécules d'ATP. Ça veut dire le meilleur taux est celui résultant d'une seule molécule d'acide gras, puis celui de glucose et dernièrement de lactate. Mais on va voir quelque chose de plus avant de juger quelle est la meilleure substance à utiliser par le myocarde. Si on considère également la consommation d'oxygène, on va parler du rendement. C'est quoi le rendement? Ça veut dire pour produire un certain taux d'ATP, quelle est la quantité d'oxygène qu'il a consommé. On peut définir le rendement donc comme étant le taux d'ATP qui est le produit sur le coût en oxygène. Dans le tableau, on va comparer le rendement de glucose avec le rendement des acides gras. Donc, on va diviser ça sur ça. On va faire le rapport entre ça et ça. Et on a trouvé quoi? On a trouvé que le rendement de glucose est mieux que celui des acides gras. Ça veut dire pour produire de l'ATP à partir d'une molécule de glucose, ça coûte moins des molécules d'oxygène par rapport au coût des acides gras. Et voilà. Les modifications de la source d'énergie pour le myocarde. Ça dépend. Il y a deux cas. S'il y a de l'oxygène, il y aura bien sûr une phosphorylation oxydative. Mais quelle est la substance utilisée? Pendant l'exercice, il y aura l'utilisation de l'acide lactique et du glucose. Pourquoi glucose? Parce que tout simplement, le rendement est
le meilleur. Ça veut dire il n'y a pas une consommation intense d'oxygène, donc c'est le meilleur choix à prendre durant l'exercice. Et pour l'acide lactique, c'est le produit résultant du métabolisme des muscles squelettiques. Donc, faut mieux utiliser le produit de l'activité musculaire. Lors de l'augmentation du taux des triglycérides, les triglycérides qui sont la source des acides gras, il y aura la consommation des acides gras afin de diminuer ce taux élevé dans le sang. Et lorsqu'il y a l'augmentation de l'insuline, l'hormone qui sert à diminuer le taux de glucose dans le sang, par l'augmentation de la consommation de glucose par les organes dont le cœur fait partie, il y aura la consommation de glucose par le myocarde. Donc c'est techniquement le même principe, ici et ici, d'accord? Et pour le deuxième cas, s'il n'y a pas de l'oxygène, il n'y aura pas de phosphorylation oxydative. Il y aura donc la dégradation anaérobique de glucose parce que c'est le seul chemin à prendre et ça va donner uniquement 2 molécules d'ATP pour chaque molécule de glucose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire lors de l'augmentation du besoin myocardique? Avant de parler de myocarde, on va parler un petit peu de muscles squelettiques pour faire une petite comparaison entre ça et ça. Commençons par le muscle squelettique. Lors de l'augmentation de la demande d'oxygène, il y a bien sûr l'adaptation, soit par extraction de plus d'oxygène. Par exemple, le muscle avait l'habitude d'extraire uniquement 60% de la totalité d'oxygène du sang, mais il va extraire plus puisqu'il a besoin de plus. Donc ça sera 70%. C'est juste un exemple, c'est pas exact. Soit il va augmenter le débit sanguin. Donc il y a 2 méthodes à adapter avec cette demande d'oxygène. Et pour le myocarde, lorsqu'il y a l'augmentation de la demande d'oxygène, l'extraction est toujours maximale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus. Et donc, il y a un seul choix à prendre qui est l'augmentation du débit sanguin. Quelle est la preuve que l'extraction est toujours maximale? C'est lorsqu'on a dosé le taux d'oxygène dans les veines coronaires, on a trouvé que le sang veineux au niveau des veines coronaires est le sang le plus désaturé dans le corps entier. Donc c'est pour cela on a synthétisé que l'extraction d'oxygène est toujours maximale. Quels sont les facteurs qui vont influencer le débit coronaire? D'abord, il y a la résistance et puis il y a la systole et la diastole. Et on commence par la résistance. Mais avant de parler de la résistance, on va expliquer les différents niveaux de la vascularisation artérielle du cœur. Bon, il y a les grosses artères coronaires. Voilà. Les grosses artères coronaires qui sont responsables de la conduction et du transport sanguin. Pourquoi? Parce que la résistance à ce niveau-là n'est pas aussi considérable. Donc, ils ont le rôle du transport sanguin. Deuxièmement, le deuxième niveau, les petites artères ou bien les artérioles qui possèdent une résistance importante, ce qui explique leur rôle dans l'adaptation du débit coronaire afin que le cœur va recevoir ce qu'il a besoin. Donc le rôle des petites artères qui possèdent une résistance importante, c'est l'adaptation du débit coronaire. Voilà. Et pour les capillaires, on va pas parler d'une résistance mais d'une densité où il y a une bonne densité des capillaires, où il y a une bonne vascularisation. Et voilà. Avant d'aller plus loin, je vais expliquer une notion qui est très importante concernant la résistance. Donc, on a dit que les gros vaisseaux sont responsables de la conduction et du transport du sang, tandis que les petites artères
sont le monsieur responsable de distribution du sang. Ça veut dire c'est lui qui va contrôler le débit coronaire qui va atteindre le cœur et il va décider s'il va laisser passer petit sang ou bien beaucoup de sang. Donc, c'est ici l'adaptation. C'est ce qu'on a mentionné. Mais parfois, il y a un obstacle au niveau d'un gros artère. Qu'est-ce qui va passer donc? On peut dire que les petites artères ne sont plus les seuls facteurs influençant le débit coronaire. Le gros vaisseau est influencé ce débit également. Donc, l'existence d'un obstacle au niveau d'un gros artère va diminuer ce débit. Et le débit qui va atteindre le cœur sera bien sûr minimalisé. Donc, il a été influencé par cet obstacle. Donc, on ne peut pas dire que toujours seules les petites artères vont influencer le débit coronaire parce qu'il y a des cas exceptionnels comme dans ce cas-là. On a terminé avec la résistance. Maintenant, on va parler de la systole et la diastole. En général, c'est simple. Lors de la diastole, il y aura l'augmentation du débit coronaire et lors de la systole, il y aura la diminution du débit coronaire. Mais si on va entrer dans les détails, on va parler des effets de la systole et de la diastole sur le débit coronaire des ventricules, puis sur le débit coronaire des couches histologiques du cœur. Donc, il y a deux cas ici en ce qui concerne la systole et la diastole. Ou bien précisément, il y a deux points de vue. Voilà. Donc, on commence par les effets sur le débit cardiaque des ventricules. Commençons par le ventricule gauche. On distingue trois phases de la contraction du ventricule gauche. Il y a phase 1, 2, 3. Donc, c'est la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et on va étudier l'effet de chaque phase sur le débit coronaire. Commençons par la phase 1 de la contraction. C'est une contraction qui est juste avant le vidange. Donc, il y a une pression qui est très élevée. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a la pression du contenu du sang sur la paroi, parce que c'est une contraction isovolumétrique. Ça veut dire le volume est constant. Il n'y a pas une modification de volume. Et les ventricules sont remplis. Donc, ils sont remplis et contractés. Donc, il y a d'une part la pression du contenu du sang et d'autre part la pression de la paroi qui est contractée elle-même. Ça explique la pression qui est très élevée. Il y aura donc la diminution du débit coronaire durant cette phase isovolumétrique. Pour la deuxième phase, qui est présentée par la contraction lors le vidange. Il y a une pression qui est élevée, mais qui est diminuée par rapport à la précédente. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution importante du volume sanguin, puisqu'il y a le vidange. Donc, il y aura une diminution intense de la pression exercée par le contenu sanguin et il ne reste que la pression de la paroi. Elle est élevée par rapport à la précédente un petit peu, mais ce n'est pas considérable. Donc, c'est une pression qui est élevée, mais qui n'est pas extrêmement élevée. Donc, le débit coronaire va être élevé un petit peu dû à cette diminution de pression. Pour la phase numéro 3, où la contraction est maximale, c'est à la fin du vidange. C'est pour assurer que les ventricules vont se vider totalement. La pression est également extrêmement élevée. Pourquoi? Oui, il n'y a pas un contenu, il n'y a presque pas de sang à l'intérieur des ventricules, mais la contraction est maximale. Elle est maximale afin d'assurer le vidange total des ventricules. Donc, le débit coronaire va diminuer une autre fois. Voilà les variations du débit coronaire à travers les différentes phases de la contraction concernant le ventricule gauche.
Donc c'est le ventricule gauche, parce que ça diffère pour le ventricule droit. Pour le ventricule droit, c'est presque le même débit coronaire pendant la systole et la diastole. Pourquoi? Parce que la force développée par le ventricule droit n'est pas la même que celle développée par le ventricule gauche. Et donc c'est une pression qui est un petit peu considérable, et donc ça ne va pas influencer vraiment le débit coronaire. Et c'est pour cela ça sera considéré comme étant la même chose durant la systole et la diastole. Maintenant, on va étudier les effets de la systole et de la diastole sur les couches histologiques du cœur. Pour la pression exercée durant la systole, ça va influencer beaucoup plus l'endocarde par rapport à l'épicarde, et il y a donc une hypoperfusion plus importante au niveau de l'endocarde. En diastole, l'endocarde a besoin d'une compensation sanguine plus importante par rapport à celle de l'épicarde. Il y aura donc une vasodilatation plus importante au niveau endocardique. Il y a une note à expliquer avant d'aller à l'autre point. Lors de l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça veut dire un raccourcissement du cycle cardiaque présenté par la systole et la diastole, il y aura une hypoperfusion. Pourquoi? Une hypoperfusion qui est due à la diminution de la durée de perfusion présentée par la diastole. On sait tous que la perfusion cardiaque passe durant la diastole. Et lorsqu'il y a la diminution de la durée du cycle cardiaque, ça sera au détriment de la diastole. Ça veut dire que c'est la diastole qui va diminuer et non pas la systole. Et ça va influencer définitivement la perfusion sanguine du sang. J'ai voulu juste éclairir les choses, et montrer que durant l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'hypoperfusion qu'on va voir n'est pas due à la diminution du débit de perfusion, mais due à la diminution de la durée de perfusion. Et c'est différent. Maintenant, le contrôle du débit coronaire. Le débit coronaire augmente par vasodilatation par un. Il y a plusieurs substances qui vont causer une vasodilatation. Commençons par l'adénosine qui se produit lors de l'augmentation de l'activité mécanique. Avec l'augmentation de l'activité mécanique, il y aura l'augmentation de la consommation d'ATP. Ça veut dire la consommation d'adénosine triphosphate. Il y aura bien sûr la production de l'adénosine qui est un vasodilatateur qui va augmenter le débit coronaire, et c'est comme une forme d'adaptation avec cette augmentation de l'activité mécanique. Donc c'est comme un cycle. Ou bien il y aura une vasodilatation après la transformation des radicaux libres d'oxygène toxique. Ça veut dire lors l'utilisation de l'oxygène par le muscle cardiaque. Il y aura la libération des radicaux libres d'oxygène qui sont toxiques. Puisqu'ils sont toxiques, il y aura leur transformation au peroxyde d'hydrogène. Pardon, j'ai oublié d'écrire ça ici, mais vous allez rencontrer ça dans vos cours. Et donc, je vais continuer. Il y aura la transformation des radicaux libres d'oxygène au peroxyde d'hydrogène qui sont des vasodilatateurs pour assurer un débit coronaire plus important. Il y a dernièrement le monoxyde d'azote, NO. On le considère comme un vasodilatateur important sécrété par l'endothélium, et ça va définitivement assurer l'augmentation du débit coronaire cardiaque. Il y aura également l'augmentation du débit coronaire par la diminution de la pression artérielle d'oxygène et ou l'augmentation de la pression artérielle de dioxyde de carbone. Puisque l'oxygène est diminué, on a déjà parlé de ça. Bien sûr, il y aura l'augmentation du débit afin de fournir le maximum d'oxygène pour le myocarde.
Il y aura également l'augmentation du débit coronaire avec la stimulation du système sympathique. Et c'était abordé dans la vidéo de la pression artérielle. Et voilà, j'espère que ça sera utile et facile pour vous. Si vous avez des critiques constructives ou bien des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe. Bon courage à vous tous et à la prochaine de la part d'Annie aussi.